Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance vidéo qu'on va consacrer à un résumé du chapitre 2 de la boîte à merveilles de son écrivain marocain Ahmed As-Safraoui. Les événements ou bien les axes principaux que vous pouvez retenir dans ce deuxième chapitre et sur lesquels on va s'attarder sont les suivants. Le Msid, un lieu cauchemardesque, les croyances et les pratiques superstitieuses, la description de la visite de Sidi Ali Bouralib, les relations entre les femmes de Darshouafa et leurs conversations monotones, l'origine de la famille du narrateur et finalement la description du quotidien de la famille du narrateur. Au début de ce deuxième chapitre, le narrateur revisite un souvenir, celui du Msid, un espace qu'il décrit comme un lieu de la torture, de la douleur et des cauchemars, et surtout il décrit ces journées interminables passées à l'école coranique. Et puis, il parle du jour de mardi. Le jour de mardi, qu'il le décrit comme un jour triste, un jour morne, couleur de cendre, effectivement, parce que ce jour, les apprenants doivent réciter devant le frère les chapitres du Coran qu'ils ont appris pendant toute la semaine, et bien sûr, ceux qui n'arrivent pas à le faire correctement sont violemment punis par le frère, un personnage qui est décrit comme étant une personne violente, sévère et sans pitié. Je lis, à 6 ans, j'avais déjà conscience de l'hostilité du monde et de ma fragilité. Je connaissais la peur, je connaissais la souffrance de la chair au contact de la baguette de conassier. Mon petit corps tremblait dans ses vêtements trop minces. J'appréhendais le soir consacré aux révisions. Je devais, selon la coutume, réciter les quelques chapitres du Coran que j'avais appris depuis mon entrée à l'école. L'homicide était pour le narrateur Sidi Mohammed une source de souffrance et de peur à tel point que le jour où il doit rester à la maison, il ne va pas aller à l'école coranique, c'était un jour où Sidi Mohammed était heureux. L'exemple qu'il cite dans ce deuxième chapitre est celui d'après le retour de la visite de Sidi Ali Bouralib où Sidi Mohammed a été blessé par un chat et le lendemain, sa mère a décidé de le garder à la maison et Sidi Mohammed était très content du fait de ne pas aller au Msid. Et il le décrit ainsi, la perspective de rester à la maison toute la journée, loin du frère et de sa baguette de conassier, me rendait tout heureux. Nous étions mercredi, le jour suivant était ordinairement jour de congé et le vendredi, l'école n'ouvrait qu'après la prière de midi. J'avais devant moi 2 jours et demi à vivre comme un prince. Donc il va passer ce temps loin du frère comme un prince. Il va le passer sans souffrance, sans douleur, sans peur. Dans ce deuxième chapitre, le narrateur décrit un ensemble de croyances et de pratiques superstitieuses. Le premier, c'est la croyance au mauvais œil. Le narrateur Sidi Mohammed était malade à cause de la peur, de la souffrance dans laquelle il vit au Msid, à cause du frère, ce personnage violent et sévère. Mais sa mère croyait que c'était à cause du mauvais œil, à cause des regards des envieux. Sidi Mohammed rapporte les paroles de sa mère ainsi, les yeux du monde sont si mauvais, le regard des envieux a éteint l'éclat de ce visage qui évoquait un bouquet de roses. Ensuite, il y a le fait de consulter un frère. La mère du narrateur était malade et Laïcha, sa voisine, au lieu de lui demander de consulter un médecin, il
lui a dit d'aller rendre visite à un frère qui avait des pouvoirs magiques, qui avait des talismans qui faisaient miracle. Euh, le narrateur rapporte ou bien décrit la scène ainsi. Lalla Aïcha lui prodigua toutes sortes de conseils et lui indiqua un frère dans un quartier éloigné dont les talismans faisaient miracle. Finalement, il y a la visite de Sidi Ali Bourghalib, donc le fait de visiter des sanctuaires, des saints, des personnes mortes depuis longtemps pour demander de l'aide, pour euh, demander des biens matériels, etc. Là, il y a l'exemple de l'Aïcha qui a demandé ou bien qui a réussi à convaincre la mère du narrateur que pour que Sidi Mohammed retrouve sa gaieté, sa bonne santé, ils doivent rendre visite à Sidi Ali Bourghalib. Sidi Mohammed rapporte les paroles de l'Aïcha ainsi. Je peux te donner un conseil, dit l'Aïcha. Montons tous les trois cet après-midi à Sidi Ali Bourghalib. Cet enfant ne pourra pas supporter le msid. Si tu lui faisais boire de l'eau du sanctuaire, il retrouverait sa gaieté et sa force. Là, Ahmed Sfrewi, à travers cette scène, il critique les croyances et les pratiques superstitieuses qui règnent dans notre société. Ensuite, Sidi Mohammed fait la description de la visite de Sidi Ali Bourghalib où il est allé avec sa mère et la voisine Laïcha. Elle décrit le chemin qui mène vers ce sanctuaire où il a passé par beaucoup d'aventures. Et puis, en arrivant au sanctuaire, il décrit comment il y avait là beaucoup de gens, beaucoup de femmes qui sont venues croyant que ce saint a le pouvoir de résoudre tout ou bien tous leurs problèmes, problèmes de santé, problèmes de mariage, etc. Et puis, il fait la description de sa mère et de l'Aïcha devant la tombe de Sidi Ali Bourghalib. En arrivant devant le catafalque, l'Aïcha et ma mère se mirent à appeler à grand cri le saint à leur secours. L'une ignorant les paroles de l'autre, chacune lui exposait ses petites misères. Frappait du plat de la main le bois du catafalque, gémissait, suppliait, vitupérait contre ses ennemis. Les voix montaient, les mains frappaient le bois du catafalque avec plus d'énergie et de passion. Un délire sacré s'était emparé des deux femmes. Pardon. Elles énuméraient leurs maux, exposaient leurs faiblesses, demandaient protection, réclamaient vengeance, avouaient impureté, proclamaient la miséricorde de Dieu et la puissance de Sidi Ali Bourghalib. On appelait à sa pitié. À travers ces descriptions, nous pouvons dire que ce type de sanctuaire, bien ce type de comportement était pour beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes comme euh, une thérapie. C'est comme le fait d'aller chez un psychiatre ou un psychologue pour trouver de l'aide, pour soigner les problèmes psychologiques desquels souffre un ensemble d'individus dans notre société. Ensuite, dans ce deuxième chapitre, le narrateur décrit les relations entre les femmes de Dar Shuwafa et leurs conversations monotones. Nous savons que à cette époque, on parle du Maroc des années 30, des années 40, des années 50. Les femmes n'avaient pas le droit de sortir, n'avaient pas le droit de travailler, etc. Elles restent enfermées la plupart du temps dans leur maison et là, le seul moyen pour trouver un divertissement, c'était d'échanger des paroles, etc. Et là, il décrit comment les femmes euh, échangent des paroles quotidiennes pour combler le vide
duquel il souffre. Le narrateur décrit cette scène de la manière suivante. D'une voix ensommeillée, ma mère déroula son chapelet de salutations d'usage qu'il dressait chaque matin à sa voisine d'en face. Celle-ci lui souhaita une heureuse journée avec avec les formules habituelles. Aucune n'écoutait les propos de l'autre. Chacun récitait son boniment sur un air monotone, sans ardeur et sans enthousiasme. Il posait des questions, mais connaissait d'avance les réponses. Depuis 3 ans que nous habitions ensemble, ils avaient répété les mêmes phrases chaque matin. Parfois, ils modifiaient un mot, faisaient allusion à quelques récents événements, mais de telles circonstances étaient fort rares. Et puis, dans ce deuxième chapitre aussi, le narrateur décrit l'origine de sa famille. Le père et la mère du narrateur sont d'origine montagnard, pardon, et ils sont venus à la ville de Fès. euh, et puis le père qui a commencé à apprendre le métier de tisserand chez son oncle et puis il a installé son propre atelier. Papa, d'origine montagnarde, comme ma mère, après avoir quitté son village situé à une cinquantaine de kilomètres de la grande ville, avait au début éprouvé des difficultés à gagner sa vie et celle de sa jeune épouse. Mon père se souvint avoir été à un moment de sa jeunesse dans l'atelier de l'un de ses oncles maternels, tisserand de couverture, et s'acheta donc un minimum de matériel, loua un coin dans un atelier et s'installa tisserand. Il faisait honnêtement son travail, améliorait de jour en jour sa production. Dans ce deuxième chapitre, le narrateur décrit aussi le quotidien de sa famille. Le père, comme nous l'avons dit, est un tisserand. Il passe sa journée à l'extérieur de la maison, dans son atelier, à travailler. Et puis la mère, une femme de foyer, qui passe sa journée à la maison, à s'occuper de son foyer et de son petit enfant Sidi Mohamed. Le père gagnait assez d'argent, cela lui permet de subvenir aux besoins de la famille qui n'avait pas de problèmes financiers, contrairement à d'autres familles voisines. La situation de mon père était assez prospère. Nous pouvions nous permettre de manger de la viande 3 à 4 fois par semaine. Et puis, il y a le personnage de Driss le Teigneux, c'est un apprenti qu'on appelle Darija Mtellem. Il fait le va-et-vient entre l'atelier et la maison. La mère ne peut pas sortir tout le temps. C'est lui qui fait ou bien qui se charge des achats des provisions. Mon père avait un vieil ouvrier avec lui sur le métier. Driss le teigneux garnissait les canettes et faisait les commissions. Driss venait 2 fois par jour à la maison, le matin acheter les provisions et au milieu du jour chercher le déjeuner de son patron. Ce chapitre s'achève sur la description d'un nouveau objet que Sidi Mohamed a réussi à mettre dans sa boîte à merveille à côté des autres objets. Il s'agit d'un cabochon de verre que le narrateur a reçu de la voisine Rahma. C'était un gros cabochon de verre à facettes taillées en diamant, un bijou fabuleux et barbare, provenant à n'en pas douter de quelque palais souterrain où demeurent les puissances de l'invisible. Était-ce un message de ces lointains royaumes? Était-ce un talisman? Était-ce une pierre maudite qui m'était remise par notre ennemi pour attirer sur la colère des démons, que m'importait la colère de tous les démons de la terre. Je tenais dans mes mains un objet d'une richesse insoupçonnable.
il prendra place dans ma boîte à merveilles et je saurai découvrir toutes ses vertus. Cette séance touche à sa fin. Merci pour votre gentillesse, pour m'avoir écouté. Je vous souhaite bon courage et au plaisir de vous rencontrer dans une autre séance vidéo.